On s'occupe de vos finances personnelles, on prend le pouls de votre vie d'épargnant, enfin non, mais l'Institut Odoxa en partenariat avec Groupama, BFM et Capital. Vous vous doutez bien du coup, Gaël Slimane est parmi nous. Bonjour Gaël. Bonjour Lorraine. Vous êtes le président d'Odoxa. Mireille Weinberg, rédactrice en chef adjointe de Capital, est également là. Bonjour chère Mireille. Bonjour Lorraine. Et Marion Chapelle-Massot, la dirigeante du cabinet en gestion privée de Carion, est également ici. Bonjour Marion. Bonjour Lorraine. On va passer en revue notre comportement d'épargnant. Gaël, vous avez une petite sélection de chiffres qui disent quelque chose de nous, et peut-être qu'on va démarrer avec le sujet qui a été au centre de nombreuses discussions chez vous et sur ce plateau, c'est notre argent et la défense de notre pays et de notre Europe. Oui, notre argent et la situation internationale. Alors cette situation internationale, elle angoisse vraiment profondément les Français, les citoyens, mais aussi les épargnants. Et du coup, vous savez ce qu'on fait quand on est inquiet, eh ben on épargne davantage. Donc le taux de Français mettant de côté tous les mois, ce qu'on appelle les épargnants, c'est 75% tout rond ce mois-ci. C'est 3 points de plus qu'en décembre, où il était déjà fort élevé. Et ce sont plutôt des gens qui n'étaient pas si riches, qui avaient du mal à mettre de l'argent de côté, qui le font. Ils le font par peur, ils comptent le faire de plus en plus. On a près de 4 personnes sur 10 qui nous disent qu'ils vont encore mettre de côté davantage à l'avenir. Donc on a un flot d'épargne énorme et ça fait rêver, ça fait saliver nos politiques qui sont dans une situation de dette et de déficit abyssal et avec des besoins notamment pour la défense. Il y a peut-être une conjonction des astres, en tout cas on pourrait l'imaginer, parce que quand on demande aux Français, et alors, vos produits d'épargne préférés, quels sont-ils ? On se rend compte que les produits stars sont toujours stars, mais moins, ils font moins rêver. L'épargne sur livret, avec la baisse du taux du livret A depuis le 1er février, attire moins les gens, c'est en recul. L'assurance vie a eu des rendements pas super en 2024, du coup les gens vont moins dessus. Donc ils se demandent bien où ils vont mettre leur argent. On voit le tout petit pourcentage de gens qui mettent de l'argent en bourse, qui progresse dans le temps, qui est multiplié par 2 en l'espace de 2 ans. Et donc, pourquoi pas utiliser l'argent des Français? C'est ce dont rêvent nos politiques. Sur le livret A, on a un autre chiffre qui montre, on le voit à l'écran, que 42% des personnes qui ont un livret A indiquent ne plus l'alimenter ou l'avoir fermé, qu'il y en avait un, l'avoir fermé depuis ces derniers mois. Donc c'est vraiment un signe que quelque chose se passe de ce côté-là. Et le plus souvent, ils l'ont fait, pas parce qu'ils avaient plus de sous à mettre de côté, mais parce qu'ils ont eu peur qu'on leur prenne leur cagnotte pour la défense, ou parce que ils estimaient que le rendement était devenu vraiment trop faible. Oui, enfin, quelle que soit la réponse, on voit cette ambivalence des Français. Mireille, votre regard là-dessus? Il va falloir financer ça. Alors, c'est pas financer l'État. L'État peut se financer tout seul via sa dette. Ça, c'est pas la question. La question, c'est de financer les entreprises qui, en France, produisent de la défense, de l'armement, etc., etc. Alors, on a des gros groupes cotés, ça on les connaît, Thales, etc. Mais on a aussi un tissu de PME. On a 4000 PME en France qui, justement, fabriquent ce dont on a besoin pour se défendre. Ces boîtes-là, elles ont besoin de quoi? Elles ont besoin de capital, elles ont besoin de prêts. Donc, il faut qu'elles accèdent d'une manière ou d'une autre à l'épargne. Alors, le gouvernement ne va pas piocher dans notre bas de laine de force. Ça, c'est pas possible. En revanche, effectivement, il faut trouver une solution pour essayer de flécher l'épargne des Français vers ce type d'entreprise. Et la solution qui semble tenir la corde, c'est celle de créer un sorte de fonds qui serait presque un peu comme un fonds de private equities, le fonds de BPI là qu'on a mis dans les contrats d'assurance vie, vous savez, le fonds qui finance finalement les entreprises non cotées. On pourrait faire la même chose pour la défense et le rendre obligatoire, pourquoi pas. Le gouvernement a rendu obligatoire une petite dose de private equity dans les contrats d'assurance vie et dans les PER. Et dans ces véhicules-là, c'est intéressant. Pourquoi? Déjà parce qu'il y a énormément d'épargne. L'assurance vie, c'est 2000 milliards et on vient de dépasser les 2000 milliards. Donc là, il y a beaucoup de gens qui investissent en assurance vie et qui ont confiance, donc c'est une bonne manière. Et surtout, l'assurance vie, c'est un produit long. Ce qui est difficile avec un livret, l'assurance vie, on y reste longtemps, pour 8-10 ans. Dans un livret, on vient, mon livret A, moi, je ponctionne très souvent. Mais quand vous devez financer des entreprises, vous ne pouvez pas vous amuser à retirer. Donc là, on se dit que peut-être, certainement, on verra ça vendredi prochain, puisque le ministre de l'économie réunit les banquiers, les assureurs, les fonds d'investissement pour voir un peu ce qu'ils peuvent faire. Mais a priori, c'est la solution. On y arrive, la démocratisation du private equity, que vous manipulez depuis longtemps, Marion, parce que vous accompagnez des moyennes et grandes fortunes. Le private equity comme alternative à des placements classiques qui déçoivent,
c'est le quotidien. Bien sûr, puisque nos clients sont à la recherche de solutions beaucoup plus sophistiquées, étant donné les rendements peu attractifs proposés par alors le livret A dans une moindre mesure, mais également par le fonds euro, où on peut avoir des sommes qui ne seront pas plafonnées. Néanmoins, donc effectivement, le private equity, en fait, le fonds ou l'idée du financement de nos PME pour la défense pourrait être une idée. Après, on pourrait effectivement, donc, dans le cadre de l'assurance vie ou du contrat de capitalisation, parce qu'il ne faut pas oublier aussi que beaucoup de holdings ou voire de sociétés ont de la trésorerie d'entreprise, et que cette trésorerie, elle travaille avec la baisse des taux d'intérêt. Les fonds monétaires sont de moins en moins intéressants. Bon, on se retrouve avec des rendements qui ne sont pas très intéressants. Donc si on proposait en termes peut-être un peu plus longs, des investissements avec un rendement. Alors, la grande question, c'est est-ce que ce rendement serait garanti ou pas? Parce qu'en private equity, le rendement n'est pas garanti. Je le rappelle, en moyenne, le private equity, 13% de TRI par an, avec une détention sur 10 ans. Donc, ça voudrait aussi dire que cette épargne est fléchée pour 10 ans et avec un taux non garanti ou pas, si l'État nous crée une solution dans le fonds souverain. Je vois pas trop comment il pourrait être garanti, mais enfin, voilà un peu l'idée. Ouais. On en revient à l'importance du rendement. Gaëlle, vous nous donniez un chiffre tout à l'heure sur cette préoccupation, ou en tout cas cette priorité que les Français quand même mettent au rendement. Oui, parce que on le sait par d'autres sondages que nous réalisons, les 3/4 des Français disent oui, il faut investir davantage dans la défense. Oui. On vient de voir qu'ils nous disaient notre épargne, les rendements sont pas terribles. D'ailleurs, les 2/3 des épargnants nous disent qu'ils sont peu confiants sur le rendement de leur épargne à l'avenir. Oui, donc cette solution, pourquoi pas? Sauf que quand on les interroge sur l'idée floue pour le moment, pas encore bien explicitée, d'un fléchage de l'épargne des Français vers notre défense d'une manière ou d'une autre, avec les différentes pistes qui étaient dans le pipe, on a 58% des Français qui disent non, pas touche à mon épargne. Ils ont peur, parce que c'est pas encore clair, ça n'a pas été dit explicitement ce qui allait être fait, ils ont peur qu'on leur tape dans leur cagnotte, qu'on leur prenne leur argent, et quand on les interroge plus précisément sur seraient-ils prêts, eux, en tant qu'épargnants, à investir vers le financement de la défense nationale, c'est un peu oui, un peu non. C'est 28% qui disent oui, je serais prêt à le faire, et donc 72% qui disent non, mais c'est pas un non hors de question. C'est un non, sauf si on me propose des rendements meilleurs que ceux des livrets ou des assurances-vie, des taux garantis qui existent aujourd'hui. Mais comme on sait que les gens ont envie d'épargne garantie, quand je dis les gens, l'immense majorité des épargnants, peut-être que si un moyen est trouvé intelligent de les rassurer, on va le dire comme ça, sinon de garantir les rendements, au moins de les rassurer, on pourrait à l'inverse compter nos chiffres autrement et se dire qu'on pourrait avoir potentiellement 6 épargnants sur 10 qui pourraient être prêts à le faire. Donc il y a un vrai enjeu dans les jours qui viennent. Si on veut parvenir à obtenir cet argent qui dort, qui ne sert pas à grand-chose, et qui est une manne énorme, si on veut arriver à obtenir cet argent des Français, il y a moyen d'y parvenir, mais il faudra être convaincant. On en revient sur un sujet d'éducation financière aussi basique, cette distinguo entre son épargne et puis le fait d'investir, la notion de rendement et en même temps celle de ne pas prendre de risques. Tout est mélangé là, donc les intentions peut-être seront très différentes des actions des Français quand un produit sera ou serait éventuellement disponible. Mais oui, c'est bien la question, c'est ce que les questions que doivent se poser le gouvernement en ce moment, c'est qu'est-ce qu'on fait? Effectivement, si on fait un fonds, une unité de compte au sein du contrat d'assurance vie, elle ne sera pas garantie. Enfin, ça me paraît compliqué. Sinon, si on veut du garanti, c'est quoi? C'est les livrets. Alors, on a 2 solutions. On a un livret A aujourd'hui qui existe. Ce livret A, effectivement, le rendement est garanti, ça c'est évident. 60% de cette collecte, elle va vers le logement social, et ça, évidemment, on n'y touche pas. Il reste 40%. Mais ça devient compliqué. Si tous les lobbies de France et de Navarre viennent frapper à la porte du gouvernement en disant « moi aussi, je veux un petit bout du... » Vous voyez, là, c'est compliqué. Et puis, sinon, on fait un livret spécial. On peut faire un livret D pour défense. Et alors là, la question c'est le rendement. Est-ce que le rendement sera meilleur que le livret A? Et il y a une vraie problématique. Parce que si le rendement est meilleur que le livret A, c'est bien pour l'épargnant, naturellement, qui aura un meilleur rendement. Mais il sert à quoi cet argent? À prêter aux entreprises de défense. Et plus le rendement est haut, plus elles doivent emprunter haut. Donc pour elles, c'est gênant. C'est exactement la même équation qu'avec le logement social. Quand le taux du livret A monte, le logement social n'est pas content. Pourquoi? Parce que le taux des crédits auquel lui, il emprunte monte aussi. Donc ce
serait la même problématique là. Si le taux du livret D, je veux dire de défense, est élevé, eh bien les entreprises qui emprunteraient à travers l'argent qu'on pose sur ce livret emprunteraient cher. Donc c'est toute la problématique, tout est une question de curseur en fait, de dosage, oui. Marion, pour conclure, vous avez la solution. Il nous faut un fonds souverain français. J'ai l'impression que la clientèle fortunée serait prête à évidemment collaborer pour la défense nationale. Peut-être l'idée, je ne sais pas, d'un avantage fiscal, d'un rendement attractif et d'un avantage fiscal pourrait les inciter à, même si historiquement on a vu que les emprunts avec avantage fiscal ont été plutôt un fiasco, notamment avec l'emprunt Giscard, donc qui ont coûté très très cher au final à l'État français. Donc je ne suis pas certaine que ce soit vraiment l'option retenue à Bercy, mais quoi qu'il en soit, je crois que oui, nos clients qui sont à la recherche de solutions diversifiées, performantes, ont quand même un peu l'esprit souverain et pourraient être, sous réserve de rendement attractif, quitte à ce qu'il y ait un terme un peu plus long, en tout cas enclin à investir dans la défense. Un peu plus long, vous pensez à quel horizon, Marion ? Je pense qu'il faut compter à 10 ans. C'est un horizon entre 8 et 10 ans. De toute façon, l'assurance vie, normalement, c'est minimum 5 ans, on va dire, si on investit. Alors, peut-être pas dans le fonds euro, mais si on investit dans des classes d'actifs actions, si vous investissez dans des produits structurés, du private equity en général, c'est 10 ans. Absolument. Entre 8 et 10 ans, ça me semblerait être un délai qui soit acceptable pour les clients plus fortunés et aussi qui permette de créer une unité de compte militaire qui soit avec un rendement assez attractif puisqu'on est sur le long terme et donc ça permettrait de financer les sociétés de manière plus lisse. De l'autre côté du scope, Marion, vous nous parlez des grandes fortunes. Moi, je voudrais qu'on finisse simplement sur ce chiffre, sur l'ensemble des Français. Par rapport à notre dernier baromètre, Gaëlle, Mireille, Marion, ceux qui n'épargnaient rien ont baissé de 5 points. Oui. C'est-à-dire qu'on voit bien que même sur les tout petits, sur les petites capacités d'épargne, il y a quand même quelque chose qui se passe. Et ceux qui épargnent le moins, ont progressé de 3 points. Donc ces angoisses, on l'a souvent mesuré, elles provoquent chez tout le monde un besoin de se serrer la ceinture pour mettre de côté et se garder une poire pour la soif. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. Non, c'est pas forcément une mauvaise chose. Parce que pour investir, il faut déjà dépenser moins que ce qu'on gagne. Voilà.